Bonjour Dimitri de Kochko. Bonjour. Vous êtes un journaliste bien connu du public français, spécialisé sur la Russie depuis fort longtemps et des relations internationales. Alors, nous sommes aujourd'hui le jour de Noël. 2 jours auparavant, Mikhail Khodorkovsky, un ex-oligarque qui fait la une de la presse occidentale au fur et à mesure des péripéties de ces avanies, aussi bien sur le plan industriel que concernant ses démêlés avec le pouvoir russe, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. C'est un beau cadeau de Noël, on peut dire, qui lui échoit là. Et ça vient 2 ans après qu'à Noël 2013, peu de temps avant Noël 2013, le président Poutine lui a accordé une grâce. Alors, que s'est-il passé entre ces deux dates qui fassent que le gracié se trouve l'objet d'un mandat d'arrêt international? Alors d'abord, je ne sais pas si on peut l'appeler ex-oligarque, parce que je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui autre chose qu'un oligarque. Je ne pense pas aussi qu'il soit très malheureux. Il avait pris ses précautions, comme on dit, et c'est sans doute d'ailleurs, on reviendra sans doute sur les modalités de ce genre de précautions. Pour ce qui est de ce qui s'est passé entre les deux, il s'est passé plusieurs choses, mais il faut là rentrer dans des distinctions juridiques, je dirais. Il a été gracié par le président Poutine, sans doute en préparation des Jeux Olympiques de Sochi, où Poutine voulait justement être très conciliant vis-à-vis de l'Occident, faire que la fête, qu'il n'y ait pas de tâches dans la fête, malgré le fait que la presse occidentale faisait tout pour essayer de noircir la préparation des Jeux de Sochi, souvenez-vous, de toutes les photos qui étaient publiées, de toutes les critiques qui étaient permanentes, et qui pendant les Jeux d'ailleurs se sont calmées. Heureusement pour la presse russophobe, il y a eu l'affaire ukrainienne qui a permis de saboter la fin des Jeux de Sochi. Mais enfin bon, ça c'est un autre aspect des choses. Il s'est passé en dehors de Sochi que Khodorkovsky a été donc gracié de condamnation et d'une peine de prison qui était prononcée à titre civil, c'est-à-dire en fait pour des raisons de détournement en fait de biens sociaux, de vol de pétrole entre guillemets, c'était la formulation officielle, hein, et puis d'évasion fiscale à très haute échelle, à très grande échelle. Ça c'est de la juridiction civile. Je crois qu'on peut ajouter du blanchiment d'argent également. Il y avait aussi du blanchiment d'argent, mais notamment pour des zones, pour de l'argent offshore, etc. À l'époque, d'ailleurs, l'argumentation de défense de Khodorkovsky était, d'ailleurs à juste titre, il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres qui ont fait pareil. Et c'est sans doute pas faux. En revanche, aujourd'hui, il est poursuivi pour une autre affaire, qui elle est sur un plan pénal, qui relève du soupçon d'assassinat. En tout cas, d'organisation d'assassinat. Et notamment, alors en fait, il y a eu plusieurs assassinats. Il y a eu déjà des condamnations qui ont été prononcées contre des collaborateurs très proches de Khodorkovsky, dont certains sont en prison en Russie et d'autres se sont réfugiés en Israël, car comme vous le savez, Israël n'extrade pas, puisque notamment, si on se rappelle ici de l'affaire du Sentier par exemple, bon c'était moins grave, hein, mais c'était quand même l'affaire de la cavalerie des boîtes du Sentier, où il y a eu quand même beaucoup de détournements d'argent et de fuite fiscale, et eux tous aujourd'hui vivent assez tranquillement en Israël. Vous voulez parler notamment de Léonid Nevzlin, qui était le vice-président de Yukos, voilà, ce sont des gens et qui a été accusé, en même temps que Alexei Pichougin, qui lui était le chef de la sécurité de Yukos, absolument, du meurtre du maire de Nefteï-Yougansk. Alors en fait, ils ont même été accusés de plusieurs autres meurtres, mais notamment
Alors ils ont été accusés du meurtre, il y avait aussi une femme qui travaillait avec Yukos, qui a été assassinée aussi. Il y a eu deux autres assassinats aussi. Et puis il y a ce fameux maire, donc, Petukhov, de Neftsyugansk. Neftsyugansk, c'est une ville qui se trouve dans la région de Khanty-Mansiysk. Khanty-Mansiysk, c'est complètement au nord, derrière le cercle polaire, très au nord de Perm, de la ville de Perm. Et c'est une région pétrolière, très riche en pétrole et en gaz. On peut dire, quand on y va, c'est assez étonnant, c'est un Dubaï sous la neige. C'est des villes très modernes aujourd'hui, parce que bon, les habitants en ont quand même profité de cette manne pétrolière, contrairement à beaucoup d'autres endroits. Regardez par exemple ce qui se passe au Nigeria, dans une certaine mesure aussi au Gabon. On ne peut pas dire que la population a énormément profité de la manne pétrolière. Là, ils en ont profité. Est-ce que la population a profité de la manne pétrolière grâce à la politique de Khodorkovsky? Alors, rappelons que Neftsyugansk était le siège de la principale filiale de Yukos, qui en avait d'autres. C'est exactement ça. En Russie. Alors, ce qui s'est passé pour Neftsyugansk, il y a aussi un autre monsieur qui représentait une compagnie pétrolière autrichienne, lui. Qui a aussi subi une tentative d'assassinat. Il a eu la bonne idée de faire arrêter sa voiture et d'aller acheter un bouquet de fleurs au moment où la voiture a explosé. Alors le chauffeur, il n'a pas eu de chance parce qu'il lui, il attendait dans la voiture, donc il y est resté. Mais bon, grâce aux fleurs, le monsieur qui était visé, qui s'appelait Rybin, s'en est tiré. Donc voilà les deux poursuites qu'il y a actuellement, c'est à propos de l'assassinat de Rybin, enfin la tentative d'assassinat de Rybin et l'assassinat de Petukhov. Qui lui, donc, Petukhov était le maire de cette ville Neftsyugansk, où, comme vous l'avez très bien souligné, il y avait l'établissement principal de Yukos dans le nord, donc dans cette région pétrolière, et où Yukos se refusait à payer l'impôt, les impôts locaux et fonciers. On connaît ça en France, hein, il y a en plus la taxe, il y aurait en plus la taxe professionnelle qui maintenant est rebaptisée en CFE ou autre, mais en France, mais enfin bon, on connaît ça. Et puis là-bas, il ne voulait pas payer. Alors le maire n'était pas content parce que lui, il voulait qu'il paye. D'après ce qu'a écrit la veuve de ce maire, qui il se trouve, moi j'ai reçu ce manuscrit de sa femme qui s'appelle Farida Islamova, qui a fait des études de pétrole à Moscou. C'est là qu'elle a connu son mari Petukhov. Ensuite, ils ont été dans les régions pétrolières et ils se sont installés à Neftsyugansk où donc Vladimir Petukhov a été élu maire et était un maire apparemment très consciencieux, ce qui dans les années 90 était quand même une exception. Puisqu'on était dans une période quand même de grand désordre, il faut bien le dire, dans toute la Russie, de corruption totale, et évidemment, il a demandé à ce que les impôts soient payés par Yukos, la grande compagnie qui déjà à l'époque gagnait beaucoup de sous. Donc la redistribution que vous évoquiez tout à l'heure serait le fait de Petukhov, donc le maire de Neftsyugansk. Non, parce que mais moi je parlais de toute la région. Hein. Moi j'ai pas été à Neftsyugansk, j'ai été à Khanty-Mansiysk, j'ai jamais été à Neftsyugansk. Enfin, je vois très bien Khanty-Mansiysk, c'est impressionnant. Ce sont des constructions modernes, c'est une ville qui visiblement, il y a eu beaucoup d'argent. Donc non, c'est pas forcément, c'est des choses qui ont été construites dans les années 2000 aussi. Hein. Là, on est en train de parler des années jusqu'à 98, puisque Petukhov a été assassiné en juin 98. Donc dans ces années-là, ça ne faisait que débuter. Je dirais que Yukos, de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'il a fait, Khodorkovsky, d'après notamment le livre de la veuve, qui a été publié, je pense que vous pourrez montrer les premières pages d'ailleurs du livre, il a été publié en anglais à Prague, donc il existe en anglais pour ceux que ça intéresse. Le témoignage de cette veuve. Alors, il a été publié en novembre 2014, c'est-à-dire un an après la grâce accordée à Khodorkovsky. Absolument. Pourquoi? Parce que la veuve en question, dans la mesure où il était déjà en prison, Khodorkovsky, elle se taisait en quelque sorte. Enfin, elle essayait de remuer ciel et terre, mais là, la justice ne bougeait pas. La justice russe ne bougeait pas. Moi, je dirais sans doute pour deux raisons. La première raison était que et ça c'est pareil dans beaucoup d'autres pays où justement on fait attention aux compétences du droit,
où on ne voulait pas entrer avec un procès pénal sur le champ de poursuites civiles, car vous savez que jusqu'à la fin, Khodorkovsky a eu des poursuites en civil, même quand il était en prison. Hein. Il a eu plusieurs fois des allongements de peine, ce qui a permis à la presse occidentale de dire que c'était scandaleux, qu'on attaquait un dissident, enfin, etc., etc. Alors, les choses étaient fondées. Autre chose est de dire, il aurait pu y avoir beaucoup d'autres gens qui auraient pu être poursuivis sur les mêmes chefs d'inculpation, sans doute. Il n'empêche qu'il y avait encore des poursuites. Donc d'un strict point de vue de machine judiciaire, je dirais, c'était possible qu'on écrasait un peu les revendications de la veuve. Et puis, moi j'exclus pas personnellement, malheureusement la corruption existe pas mal dans la justice russe. Et il est très possible que, notamment au niveau des autorités supérieures, même dans la région de Khanty-Mansiysk, il y avait de gens qui essayaient de tout faire pour écraser l'affaire et que ça ne remonte pas et que les dossiers restent et qu'est-ce que ce livre paru en 2014 apporte de nouveau dans cette affaire? Quand il a été gracié, Khodorkovsky, qu'il a fait sa conférence de presse à Berlin, il a notamment parlé de Pichougine, donc le chef de la sécurité que vous avez mentionné tout à l'heure, qui lui est en prison. Qui lui est en prison et qui est condamné à plus de 20 ans, voire à perpète, pour assassinat, parce que bon, apparemment c'est lui, en tout cas c'est ce que dit le tribunal, c'est lui qui tenait le pistolet mitrailleur qui a tué Petukhov de 18 balles quand même, il n'y a pas été avec le dos du pistolet mitrailleur en quelque sorte. Hein. Ce monsieur Pichougine, eh bien, Khodorkovsky l'a appelé prisonnier politique. Et a dit, c'est mon ami, je vais m'en occuper, etc. Alors, pourquoi il a fait ça? Sans doute pour une raison, évidemment pour des raisons de propagande dans la presse occidentale. La presse occidentale s'est empressée de le reprendre sans vérifier du tout qui était M. Pichougine et qu'est-ce qu'il avait bien pu faire. En plus, pour faire comprendre à M. Pichougine qu'on ne te laisse pas tomber, mon vieux, on s'occupe de toi, on va essayer de mettre sur le coup des avocats américains et autres, donc tu la fermes. Oui, mais vous n'avez pas... C'est un message en prison, si vous voulez, parce que Pichougine peut dire des choses. Vous n'avez pas répondu à la question que je vous posais, Dimitri Tkochko, c'était est-ce que le livre dont vous avez dit que vous l'avez eu entre les mains, est-ce que le livre de l'épouse du maire de Nefteïougansk, donc Farida Islamova, apporte des éléments nouveaux, et est-ce que Pichougine, de son côté, comme il a été révélé plus ou moins dans la presse, n'a pas lui-même apporté des éléments nouveaux dans cette affaire de meurtre, donc, dont la justice russe pense maintenant qu'il a été commandité par Khodorkovsky lui-même? Alors ce que je pense, ils l'ont pas dit, hein, ils l'ont pas dit ouvertement. Moi, j'ai pas toutes les pièces du procès Pichougine, vous pensez bien. Hein. Donc je peux pas vous dire si dans le bouquin de Farida Islamova, il y a des éléments totalement nouveaux par rapport à ce qu'il pouvait y avoir dans les attendus du procès quand Pichougine a été condamné. Ce qu'elle dit, en tout cas, son bouquin, c'est Khodorkovsky, assassin de mon mari. C'est comme ça que ça s'appelle. Et je dois dire, quand on m'a dit, est-ce que c'est possible de le traduire en français et de le publier en France, vous l'avez lu, j'avais dit, faites attention, juridiquement, je ne suis pas sûr que vous puissiez faire des affirmations pareilles. Vous l'avez lu? Moi, j'ai lu en manuscrit, oui, je l'ai lu, pas en entier, mais je l'ai lu un peu en diagonale. Est-ce que vous avez quelques éléments à donner à nos auditeurs sur le contenu de cet ouvrage? Oh, c'est un ouvrage qui est quand même assez touchant parce que bon, il est très sincère. Hein, franchement, moi je le trouve assez touchant. Elle raconte notamment ce que faisait son mari, le fait qu'il ait pas mal bougé. Il a téléphoné aux autres maires, il a essayé d'organiser un mouvement, il a fait une grève de la faim pour obtenir que Khodorkovsky paye. Mais Khodorkovsky avait l'appui du gouverneur de Khanty-Mansiysk, qui s'appelait Filipenko. Qui d'ailleurs proposait à Khodorkovsky de déménager le siège de Nefteïougansk à Khanty-Mansiysk, où là tout serait tranquille. Elle dit que Khodorkovsky avait proposé de l'argent à son mari, personnellement, hein, pour qu'il laisse tomber l'aspect impôt. C'est ce qui se faisait régulièrement par beaucoup de boîtes et d'oligarques en Russie à cette époque-là. C'est-à-dire les gens ne payaient pas d'impôts,
D'où le fait d'ailleurs du défaut de 98, d'août 98. C'est que la caisse de l'État n'était pas remplie. C'est que, en quelque sorte, la gestion de la fiscalité était confiée à des banques privées qui se servaient au passage, mais qui ne donnaient rien à l'État. Ça portait sur des sommes importantes. Là, sur Ce non-paiement d'impôts à Nefteï Nefteï-Lugansk. Ben ça portait sur des sommes importantes au niveau local de Nefteï-Lugansk. Je ne me souviens plus des sommes. En plus, elles ne veulent plus dire grand-chose, parce qu'on parle là de juin 98, donc d'avant la dévaluation de 60%, de août 98, quand il y a eu le défaut. Donc là, on serait dans des... c'est important. Vous pensez que c'est un motif suffisant pour déterminer Khodorkovsky à commanditer le meurtre de Je ne peux pas accuser Khodorkovsky, moi j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il a été assassiné le jour anniversaire, le jour des 35 ans de Khodorkovsky. Ce qui, à l'époque, dans les années 90, se faisait beaucoup justement par ce qu'on appelait les mafiosi, oui, les bleus, ce qu'on appelait les bleus en Russie, c'est-à-dire ceux qui avaient des tatouages qui sortaient des camps et qui étaient employés par différentes entreprises et par différents oligarques, dans la mesure où il n'y avait pas de tribunaux, justement. Il n'y avait plus de justice, il n'y avait plus rien. Donc les gens réglaient leurs comptes tout seuls. Dimitri Koshko, vous dites qu'il serait difficile de publier la traduction de l'ouvrage de Farida Islamova en français, mais peut-être aujourd'hui, moins. Mais il a été publié en anglais. Comment se fait-il qu'en Angleterre, on puisse publier cet ouvrage? En Angleterre, c'est à Prague. Ça a été publié à Prague. Ça a été publié à Prague. Mais en anglais? En anglais. En anglais à Prague et en russe en Russie, oui. Et il est diffusé sur un plan international. Oui, et puis je pense qu'on peut le trouver sur Internet assez facilement. Donc, moi, je disais, écoutez, moi à l'époque... Je vois pas, comment dire... Ce qui me pose question, c'est que lorsqu'on s'intéresse à l'Est de l'Europe en général, on trouve plus d'ouvrages en anglais qu'en français. Donc s'il y a un traitement particulier sur le plan juridique des ouvrages portant sur ces affaires-là, lorsqu'on les publie en français, ça ne fait que aggraver la situation. Écoutez, moi, quand on me l'avait montré, ce livre-là, c'était juste peu après la libération de Khodorkovsky. Donc, à cette époque-là, si vous voulez, Khodorkovsky a tué mon mari, j'ai trouvé que il fallait s'armer d'une bonne armée d'avocats en France pour publier un truc comme ça. Et sa thèse vous paraît plausible? Ça me paraît, c'est pas une preuve au niveau de la justice. Ce sont les affirmations d'une veuve, mais qui dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrasées, qui n'ont pas été reprises. C'est sans doute, moi j'aurais tendance à comparer ça un peu à l'affaire Boulin en quelque sorte en France, où le fils et la veuve Boulin veulent faire sortir certains traits, mais qui ne sont jamais pris en compte, si vous voulez, dans les révisions de procès et autres, ou qui ne l'ont jamais été pendant beaucoup d'années. Mais là, c'était de la raison d'État qui jouait. Tandis que là, on était dans une autre raison. Alors maintenant, pour quelle raison est-ce que cette plainte ou ce dossier de la veuve a pu être remonté sur le dessus de la pile, en quelque sorte? Là, il y a sans doute une raison, évidemment, de politique internationale qui joue. C'est évidemment la condamnation de la Russie par la cour arbitrale de La Haye l'an dernier, qui a condamné la Russie à une somme complètement exorbitante de 50 milliards au profit d'actionnaires, entre guillemets, de Yukos, qui sont tous situés dans des paradis fiscaux, l'île de Man, Gibraltar, Chypre, le Delaware, je ne sais pas s'ils y sont dedans, mais enfin, tous dans les paradis fiscaux, et tous sont évidemment des prête-noms de Khodorkovsky, même si Khodorkovsky dit bien sûr qu'il n'en est rien. Et notamment parmi ces actionnaires, là, entre guillemets toujours, il y en a 2 qui sont en Israël, qui sont poursuivis et condamnés en Russie, et contre lesquels il y a des mandats d'arrêt de l'Interpol. Nous allons revenir sur la dimension, l'arrière-plan
politique internationale et même de géopolitique de cette affaire. Mais je voudrais terminer sur l'affaire criminelle elle-même. Oui. Il semblerait que Pichugin, donc l'ex-responsable de la sécurité de Yukos, ait fait dernièrement des révélations concernant la commandite du meurtre qu'il a organisé. Il a été condamné pour cela. Donc, est-ce que vous avez des éléments Alors, je dirais que moi, une des suppositions que je fais, mais c'est encore une fois une supposition, c'est que les éléments nouveaux sur lesquels ont pu s'appuyer les juges russes ou les tribunaux russes, notamment pour lancer le mandat d'arrêt international, donc pour une révision du procès de l'assassinat de Petukhov et la tentative d'assassinat contre Rébin et de l'assassinat de son chauffeur, je pense que c'est très possible que Pichugin se soit mis à table, comme on dit. D'accord. Mais je le pense. Et revenons, les Russes ne l'ont pas dit. Hein, revenons au personnage de Khodorkovsky, donc qui apparaît tellement sympathique tel qu'il est présenté dans les médias occidentaux, toujours le sourire aux lèvres. C'est un homme de médias. Hein. Oui, en effet, vous avez dit tout à l'heure que l'action engagée contre la Russie l'était par ses anciens collaborateurs, auxquels il a en effet cédé toutes ses actions sur Yukos, après que Yukos ait été revendu, après son arrestation en 2003. Revenons sur le personnage de Khodorkovsky. C'est un ancien komsomol, oui, qui commence à faire des affaires dès l'époque de l'URSS. Il est encore très jeune. Il fonde une banque Menatep qui lui permet d'acquérir donc Yukos à un prix dérisoire, à 1% de sa valeur. 326 millions de dollars. À l'époque de Yeltsin, donc au moment où les privatisations sont de l'industrie russe possédées par l'État, sont décidées par Yeltsin et tout l'entourage qu'il y a autour de lui. Est-ce que vous pouvez revenir sur les conditions d'acquisition de Yukos? Vous venez de préciser la valeur qu'avait l'entreprise au moment où elle a été achetée. Khodorkovsky l'achète à 1% de sa valeur, parce qu'elle vaut 100 fois plus au moment, où elle lui est confisquée. Aujourd'hui, d'après les juges de La Haye, elle vaudrait 50 milliards de dollars. Aujourd'hui. Donc vous voyez, entre 360 millions et 50 milliards, on dira, bon ben oui, mais en 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait comme travaux? Enfin bon, sauf que Yukos n'existe plus en tant que tel. Mais disons qu'en tout cas, quelques années plus tard, après les 360 millions, là où elle a été achetée en 95, hein, je crois, disons qu'en l'an 2000, ça valait déjà 27 milliards ou 28 milliards de dollars. Enfin, c'était évalué à. Donc l'affaire a été plutôt bonne, ça c'est sûr, oui. Les conditions de privatisation à l'époque, bah, d'abord, il y a eu, vous savez, les fameux vouchers, là, les fameux chèques qui ont été distribués sous Gaïdar à la population, mais les gens ne comprenaient absolument pas à quoi ça correspondait, sauf quelques petits malins, dont Khodorkovsky, qui est évidemment un monsieur qui est typiquement, justement, le genre de jeunes gens qui ont été choisis par les anciens directeurs et autres dirigeants communistes ou syndicaux ou municipaux ou régionaux ou directeurs de grosses unités, hein, pour arriver à privatiser les actifs soviétiques. Et en général, ça s'est passé comme ça, on a choisi des jeunes. Alors on les choisissait en général au sein du Komsomol, effectivement, puisque c'était souvent les plus arrivistes, les plus ambitieux, qui par le Komsomol comptaient arriver dans l'appareil du parti, mais qui évidemment avaient une mentalité de jeunes requins de la finance, en quelque sorte, ce qu'ils ont été très vite, mais qui étaient des gens très capables, alors auxquels on a confié petit à petit des éléments d'actifs, des possibilités de faire du commerce. Alors il y en a beaucoup qui ont fait de l'achat-vente, notamment d'ordinateurs. Ça a été la grande mode, puisque la Russie était complètement sous-équipée, et à partir des années 88-89, il y a eu énormément de jeunes gens, justement, qui, après avoir créé les toutes petites premières boîtes privées autorisées, hein, qui étaient des espèces d'ateliers de camarades, on appelait ça, et Khodorkovsky en a fait un d'ailleurs, il a fait un café
il a fait un café privé. Aujourd'hui, vous avez dans Moscou des cafés, une chaîne de cafés qui s'appelle Café Mania. Eh bien voilà un truc qui remonte aux années 85-86 justement, où il y a eu un gars intelligent qui dans son appartement a fait un café de café. Or le café était un déficit à l'époque soviétique. Il n'y avait pas, c'était très difficile d'avoir du café, et à l'époque on se trimballait avec des valises pleines de café quand on allait voir des amis en Union soviétique. Café Mania a donc été un truc intelligent, il a développé, aujourd'hui c'est une chaîne de café. Khodorkovsky avait fait un peu la même chose avec des cafés, puis il a trafiqué dans les ordinateurs, comme beaucoup, hein. Il a accumulé un peu de sous, mais évidemment qu'il avait des appuis de certains anciens directeurs ou autres qui blanchissaient de l'argent, notamment, évidemment, l'argent du parti, l'argent du KGB, l'argent du syndicat, selon les relations que vous pouviez avoir à l'époque. Ce qui a permis à Khodorkovsky d'acquérir progressivement une position importante ayant des appuis, dans l'économie, mais aussi dans la politique. Et en 2003, donc 3 ans après l'élection de Poutine à la présidence, Poutine passe un pacte avec les oligarques qui décident de remettre de l'ordre dans l'État. Et il semblerait que le seul à ne pas respecter ce pacte soit Khodorkovsky précisément, parce qu'il a des ambitions politiques. Non, ça aussi c'est la légende de la presse occidentale. Il ne faut pas... Que Khodorkovsky ait sans doute eu des ambitions en tout genre, c'est sans doute vrai, parce que moi j'ai visité Yukos au moment où Khodorkovsky a été arrêté, effectivement, c'est évident, il y avait des portraits de lui partout. C'est-à-dire il y avait un culte de la personnalité dans Yukos qui était quelque chose de faramineux. Si je puis me permettre... donc il avait sans doute aussi... Si je puis me permettre, Dimitri de Kochko, il avait à ce moment-là fondé Russie ouverte, une filiale de l'Open Society de George Soros, et il faisait partie du conseil consultatif de la Société de gestion et actifs internationaux Carlyle, où il rencontrait des gens notamment comme Bush père, Ben Laden, oui, entre autres, et où il avait décidé de faire entrer Exxon Mobil ou Chevron dans le capital de Yukos à hauteur de 40%. C'est des raccourcis, attention. Alors revenons un peu. Oui, Poutine a essayé, alors qu'il a quand même été présenté à Yeltsin, et il a convaincu Yeltsin, c'est Berezovsky, le grand oligarque, celui que le regretté journaliste américano-russe, mais enfin américain, Khlebnikov, avait appelé le parrain du Kremlin, avait présenté Poutine à Yeltsin. Et Berezovsky, qui avait une influence considérable, je dirais, à l'époque Yeltsin. Qui a fait réélire Yeltsin pour son second mandat. Notamment, enfin. Il a, mais je voudrais terminer, terminer ma synthèse un peu rapide, si vous permettez, Dimitri de Kochko. Il semblerait qu'à la veille des élections de 2004, Khodorkovsky avait des ambitions politiques et voulait acheter un certain nombre de députés et voire même se présenter lui-même pour un mandat présidentiel ultérieurement. Je dirais c'est très possible, mais en l'occurrence, pour ce qui est de la politique par rapport aux oligarques, Poutine a essayé effectivement d'éloigner les oligarques de la politique. C'est-à-dire sous Yeltsin, ce sont des gens qui avaient beaucoup trop d'influence sur la politique et qui faisaient cette politique en fonction de leurs intérêts propres. D'où le fait que, par exemple, le budget de l'État n'arrivait pas à fonctionner, puisque le trésor public avait été confié à des banques privées. Il y a eu notamment un autre oligarque qu'il faut citer, qui s'appelle Gusinski, qui d'ailleurs vit tranquillement en Espagne aujourd'hui, hein, qui avait des chaînes de télévision, des banques, etc., qui était un de ceux qui gérait le trésor public. Et le trésor public ne voyait pas arriver l'argent. Tout restait au niveau de la banque privée qui gérait le trésor public. C'était pareil pour Berezovsky, qui gérait notamment les intérêts d'Aeroflot. Donc Poutine a pratiqué une politique, effectivement, de réduction de l'influence de ces oligarques, hein, compte tenu de tout ce que j'ai expliqué. Mais il y en a qui ont refusé. Il y en a qui ont refusé. Il y en a eu un qui s'appelait Gusinski, qui était donc patron de télévision, de chaînes de banques, etc., qui a carrément traité Poutine par le mépris. Ce qui semble ne pas avoir beaucoup plu à Poutine. Berezovsky, qui donc pensait que Poutine serait un jouet entre ses mains, et ça n'a pas marché. Poutine avait d'autres réseaux
sur lesquels il pouvait s'appuyer en se passant de Berezovski. Donc Berezovski a finalement parti à Londres. Poutine ne l'a pas touché plus que ça. Hein. Et Khodorkovsky, qui lui, alors là, s'est lancé carrément, parce qu'il était plus jeune, parce qu'il était plus ambitieux, parce qu'il avait déjà constitué des réseaux assez importants, toujours selon les mêmes méthodes, c'est-à-dire comme le gouverneur de Khanty-Mansiysk, qu'il avait visiblement acheté, hein, il a continué à le faire, et il a pratiqué beaucoup de mécénat, d'où le fait de la société ouverte, justement, de Soros, par exemple, c'est-à-dire que ce qu'il comprenait comme intervention de redistribution, en quelque sorte, c'était certainement pas par l'État ou par le fisc, c'était lui-même, en tant qu'entreprise, qui allait faire du mécénat là où le jugeait bon, et uniquement à des vassaux, bien évidemment. Hein. Il n'allait pas choisir n'importe qui. Donc il faisait beaucoup de mécénat, notamment dans les régions pétrolières. D'ailleurs, c'était un de ses arguments, c'est de dire « Mais moi, à Neftchi-Yougansk, j'ai beaucoup aidé, les habitants ne se plaignaient pas, il y avait beaucoup de responsables locaux, d'ailleurs, qui regrettent bien cette période. » Sans doute. Parce que, encore une fois, tout se faisait uniquement par la décision du patron de Yukos. Et c'est comme ça qu'il concevait les choses. De même, il a pensé qu'il était utile d'avoir un certain nombre de députés, qui étaient plus ou moins tous achetables, hein, bien évidemment, à cette époque-là. Et il en avait acheté un certain nombre, donc quelle a été peut-être avec des ambitions politiques. Oui. Quelle a été la cause majeure, selon vous, de l'arrestation de Khodorkovsky en 2003? Alors, à mon avis, il y en a deux. La première raison, et là, c'est des raisons de souveraineté nationale. C'est celle que vous aviez évoquée, avec l'appartenance d'abord au groupe d'investissement Carlyle, donc avec effectivement Bush, Ben Laden, Soros, plus tous les conseillers de Bush. Voilà, absolument. Et donc là déjà, c'était une façon de voir les choses au niveau d'une économie financière mondialiste, et d'entreprise. Ce qui était assez logique dans le point de vue de Khodorkovsky, hein, d'un certain point de vue, et je pense que ça continue, bien évidemment. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de faire, c'est très dangereux pour nous, hein, bien évidemment, puisque ce sont des très grandes puissances et financières et médiatiques, ces gens-là. Hein. Donc, ils ont... et là-dessus, il a... Excusez-moi. Il a aussi voulu vendre... Excusez-moi, vous voulez dire ce que nous faisons ici ce matin est dangereux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et alors? Nous nous heurtons aujourd'hui à des forces. Il faut bien que des gens le fassent. Pardonnez-moi de vous avoir coupé. Continuez courageusement, Dimitri. Je dirais donc... Oui, alors l'autre, la suite de Carlyle, ça a été aussi la vente projetée sans demander son avis au Kremlin. Alors que Yukos est une des premières compagnies pétrolières russes à l'époque, qui extrait le pétrole de Russie, du sous-sol russe. Eh bien, ils voulaient vendre ça à des majors américaines, ExxonMobil et Chevron Texaco. Il se trouve aussi qu'à l'époque, la secrétaire d'État, c'est Condoleezza Rice, et Condoleezza Rice est très proche de Chevron Texaco, dont elle a démissionné pour prendre le poste de secrétaire d'État. Il y avait même un pétrolier qui s'appelait Condi Rice. Alors, vous voyez un peu, c'est dire à quel point tout cela est mêlé. C'était la secrétaire d'État, donc, qui a une formation de soviétologue. Soviétologue, absolument, et qui s'occupait notamment du fameux traité qui avait été voté fin des années 90 sur la Silk Road, c'est-à-dire sur la route de la soie, où les Américains décidaient que sur l'Asie centrale, il fallait absolument essayer de s'emparer des richesses pétrolières et gazières de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, il y en a moins, du Kyrgyzstan, du Kazakhstan essentiellement, et du Turkménistan, et les orienter vers l'ouest. C'est-à-dire notamment pour les empêcher d'aller vers la Chine. Ça n'a pas très bien marché parce que la Chine s'est emparée de pas mal de choses, et du Kazakhstan, il y a beaucoup de pipelines maintenant qui mènent vers la Chine. Enfin bon, c'est une autre parenthèse, que là, on n'en finirait pas si on y va là-dedans, mais il n'empêche que ça y touche, parce que alors ça, c'est une des raisons. Quand le Kremlin a su qu'il était en train de vendre à ExxonMobil et à Chevron les actifs de Yukos, et puis pas un petit peu, hein. Alors lui, c'est vrai... 40%, à hauteur de 40%, voilà, dit-on. C'est que sa génération, lui, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, auraient été tranquilles à vivre en Suisse. D'ailleurs, c'est ce qu'ils sont actuellement. Hein. Mais il y aurait eu beaucoup d'argent. Mais il aurait été en comprador. Et en revanche, la Russie, elle aurait été dans la situation du Nigeria,
où les gens en étaient à essayer de pomper un peu de pétrole en faisant des trous dans les pipelines qui traversent leurs terres et qui polluent allègrement Mais les vous champs. pensez, Donc voilà où on en aurait été, si vous voulez. vous avez dit qu'il y avait deux raisons à Et la l'arrestation de deuxième raison, Khodorkovsky. La il a première, été arrêté à Irkoutsk. la première se limite-t-elle à la constitution par Khodorkovsky d'un matelas de dollars? N'était-il pas Non, non. désireux d'autres pouvoirs que ceux de l'argent? Non, non, mais le fait, imaginez que Total soit vendu à une compagnie étrangère sans autorisation de l'Élysée. Imaginez ça. Je sais bien qu'aujourd'hui, on peut tout imaginer. Mais bon, il y a encore quelques années, ça aurait été impensable. En Russie, s'il y a un pouvoir, or il se trouve que le pouvoir de Poutine a une certaine volonté de souveraineté nationale, évidemment que c'était impensable. Le deuxième point qui a eu lieu aussi, c'est qu'il a été arrêté à Irkoutsk. On s'est indigné, pourquoi Irkoutsk, etc. Pourquoi Irkoutsk? Eh bien, d'après ce que j'ai pu savoir à l'époque, notamment de gens travaillant à Irkoutsk, c'est que Khodorkovsky était en train de négocier avec les Chinois un pipeline qui viendrait du nord du Baïkal, d'ailleurs, au-dessus du Baïkal, et qui irait vers la Chine. Et il était prêt à le payer. Alors qu'en même temps, Poutine, ou le gouvernement russe, pas tellement Poutine, mais enfin bon, était en train de négocier avec les Chinois et les Japonais les pipelines allant du même endroit, y compris avec contournement du Baïkal pour éviter tout risque de pollution. C'est la plus grande réserve d'eau potable du monde quand même, le Baïkal. Hein. Or, c'est important ça. Donc ça coûtait plus cher. Or, les Russes voulaient essayer de mettre en concurrence les Japonais et les Chinois pour faire payer le pipeline par les Chinois ou par les Japonais. Et donc ils étaient en surenchère. Là-dessus, Khodorkovsky arrive et dit aux Chinois, ok, je vous le paye et c'est moi qui livre. Évidemment, ils foutaient tout en l'air. Et je pense que pour ça, l'arrestation précipitée à Irkoutsk s'explique par ça notamment. Pas tellement pour des raisons d'ambition politique de Khodorkovsky. Alors que ensuite, les ambitions politiques de Khodorkovsky aient expliqué le fait que lui ait été poursuivi alors que d'autres oligarques qui ont fait au moins autant de fraude fiscale, au moins autant de vols, au moins autant de détournements que lui, n'ont pas été poursuivis, c'est sans doute vrai. Ceci dit, les autres, même un Abramovich, hein, qui a investi dans Chelsea, hein, n'a pas vendu ou n'a pas voulu vendre à des compagnies américaines 20 à 40% de l'énorme compagnie pétrolière qu'était Yukos et qui avait été acquise quand même dans des conditions douteuses, même s'il n'a pas été le seul à acquérir dans ces conditions. Revenons à la grâce accordée à Khodorkovsky en 2013, Dimitri Tkochko. Elle intervient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au moment où il s'agit de tenir les Jeux de Sotchi dans de bonnes conditions, mais elle intervient aussi en pleine crise ukrainienne, à un moment où la politique de la Russie semble tourner en faveur des propositions qu'elle fait au président Yanukovych, qui a refusé de signer l'accord d'association avec l'Union européenne et qui se voit proposer un prêt de 15 milliards par la Russie. La Chine intervient également pour apporter une aide à l'Ukraine. Le Maïdan s'essouffle. C'est peu de temps avant que l'extrême droite ne reprenne du poil de la bête et radicalise donc ce Maïdan pour aller vers le coup d'État fin février. Bien, mais à ce moment-là, on est plutôt dans une phase d'apaisement. Et c'est le moment que choisit le président Poutine. Bien sûr, les Jeux de Sotchi entrent en ligne de compte pour accorder cette grâce à Khodorkovsky au prétexte d'aller rendre visite à sa mère mourante, ce que Khodorkovsky ne fera pas d'ailleurs. Donc, peu de temps après a lieu le coup d'État, en février 2014, et c'est après cela que le tribunal d'arbitrage de La Haye donc saisit par les actionnaires de Yukos, pas par Khodorkovsky lui-même. Alors quel jeu joue-t-il dans cette affaire? Il conviendrait peut-être de le préciser. Mais c'est à ce moment-là que
le tribunal d'arbitrage de La Haye rend un jugement obligeant la Russie a versé 50 milliards de dollars de dédommagement aux actionnaires de Yukos en fonction, donc en vertu d'un traité sur la charte de l'énergie que la Russie a signé peut-être un peu rapidement, mais qu'elle n'a cependant pas ratifié. Alors, est-ce que vers quoi pensez-vous que l'affaire se dirige? Alors, bon, oui, au mois de décembre 2013, il y a sans doute eu une volonté de la part des Russes de calmer le jeu, notamment en Ukraine, où ils viennent de verser 3 milliards de dollars de la tranche de 15 milliards qu'ils ont promis à Kiev, effectivement. Ces fameux 3 milliards qu'actuellement, ils demandent à être remboursés et que l'Ukraine ne rembourse pas, et que malheureusement... ce qui va la conduire au défaut. Ce qui l'a déjà conduit, puisque c'était le 19 décembre, mais que le FMI a changé ses règles au dernier moment. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a affaire à des gens qui sont absolument sans scrupules, qui ne respectent aucune règle, aucune loi, qui changent les règles du jeu au fur et à mesure que ça les arrange. Bref, le FMI a changé ses règles du jeu de façon à pouvoir prêter encore 17 milliards à l'Ukraine. C'est pas très drôle parce que, mine de rien, c'est nos impôts, hein, tout ça, hein, quand même. C'est les cotisations au FMI de la part des pays qui y cotisent, et notamment la France, et notamment l'Union européenne. Donc tout ça n'est pas si drôle que ça. C'est, encore une fois, on va se retrouver, nous, pour nourrir, en fait, tous les gens qui détournent en ce moment l'argent en Ukraine. Nous fermons cette parenthèse-là. On revient au tribunal arbitral. Oui, bien sûr, le tribunal arbitral se prononce après 10 ans de procédure. Se prononce finalement, évidemment, en pleine crise, je dirais, occidentalo-russe, avec l'offensive de la guerre de l'information contre la Russie, avec les sanctions que l'Europe applique sur ordre des États-Unis contre son propre intérêt, et donc dans une atmosphère absolument épouvantable. Il l'applique effectivement à la saisie des actionnaires, entre guillemets, de Yukos, et effectivement pas de Khodorkovsky lui-même, puisqu'il a cédé ses parts, comme je l'avais expliqué, à ses proches amis, dont certains sont justement poursuivis, ont été condamnés en Russie pour meurtre, organisation de meurtre, et qui sont aujourd'hui poursuivis aussi dans le cadre de la réouverture du procès de l'assassinat Petukhov et tentative d'assassinat de Rybin. Eh bien, ces gens-là qui sont aujourd'hui réfugiés en Israël, qui n'extradent pas donc, qui ont des mandats d'arrêt internationaux lancés par Interpol, eh bien, il est évident que le fait de rouvrir les affaires de poursuite pénale pour crime vont en quelque sorte toucher un peu ces actionnaires ou ces pseudo-actionnaires, on peut dire. Même si en titre, ils sont tous actionnaires dans des paradis fiscaux. Or, n'oubliez pas, lorsqu'en 2008, on a eu la crise bancaire internationale, tout ce qu'on a pu entendre sur les paradis fiscaux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait même un candidat à la présidence de la République qui a dit que ses ennemis, c'était la finance internationale. C'est amusant, hein. Eh bien, voilà, aujourd'hui, ils ont tendance à être prêts à saisir des biens russes en France, parce que le tribunal arbitral a donc rendu cette sentence en vertu effectivement d'un traité que la Russie n'a pas ratifié, et toutefois, des avocats, des cabinets d'avocats américains excellents et fort chers, qui ont été payés et par les actionnaires, entre guillemets, et de l'autre côté par la Russie, malheureusement aussi, qui a pris des cabinets d'avocats américains, ce qui est une honte pour la Russie, à mon avis, et en tout cas une énorme bêtise. Mais dans la mesure où c'était un jeu américain, que les Russes le reconnaissaient comme jeu américain, ils ont pris ceux qui s'y connaissaient le plus dans ce genre de truc. Et sur une querelle de procédure, c'est-à-dire sur le fait que les délégués russes, le jour où ils ont dit « nous signons, mais la ratification sera soumise à la Douma », c'est-à-dire au Parlement russe, mais nous acceptons l'application provisoire.
Voilà, la phrase qu'il ne fallait pas dire, nous acceptons l'application provisoire. En vertu de ça, le tribunal de La Haye s'est déclaré compétent lui-même, alors que la Russie ne le reconnaissait pas compétent au début. Hein. Et dans la mesure où elle a participé, elle a même nommé un juge, elle a choisi un juge, qui sont tous des juges ultra-libéraux, des gens de privatisation, des gens totalement favorables uniquement à une mondialisation en faveur des grandes entreprises. C'est-à-dire qu'on est là typiquement dans l'illustration de ce qui va se passer avec la signature du TAFTA, du traité transatlantique, où ce sont les grandes entreprises qui vont dicter leurs lois par des petites querelles de procédure, par des tribunaux. Ils vont dicter leurs lois à des États qui sont censés être démocratiques et élus par des citoyens. C'est-à-dire que la volonté aujourd'hui de transformer le citoyen en consommateur, elle est totalement en voie de réalisation dans l'ouest de l'Europe. Et malheureusement, en Russie, il y a toute une tendance de gens qui sont favorables à ça aussi. Ce qui expliquerait le fait que les Russes ont fait la bêtise de se fier à ce tribunal, de le laisser faire, de payer les avocats, et finalement, alors que finalement leur problème était un problème de souveraineté, c'était un problème de défendre les actifs pétroliers de la Russie et de les empêcher d'être vendus à des majors américaines. C'est un problème de souveraineté, c'est un problème de partage et de jouir des richesses pour les citoyens d'un pays, en l'occurrence la Russie. De ce point de vue-là, on a sans doute, avec ce procès, qui évidemment est inique contre la Russie, compte tenu de la situation géopolitique, on a sans doute mis le doigt sur le véritable changement de société et finalement la fin des sociétés démocratiques, politiques occidentales. Il faut vous remercier, Dimitri Tkochko, d'avoir si brillamment détaillé les enjeux de cette affaire Khodorkovsky. Cet arrière-plan bien de guerre hybride qui est menée contre la Russie actuellement dirigée par le président Poutine, qui s'efforce de maintenir l'indépendance de son pays et de défendre un droit international qui permette à d'autres nations de continuer à exister en toute indépendance et de se protéger de cette prédation généralisée que vous avez si bien décrite. Merci. Mais revenons. Et il n'a pas gagné, attention, il n'a pas gagné, c'est des choses qui nous concernent nous aussi, parce que le problème de la souveraineté, elle se pose justement pour nos sociétés à nous. Bien sûr, mais ça fera sans doute l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai une dernière question à vous poser. Revenons à Khodorkovsky lui-même. Au moment où il est libéré, il fait deux promesses dans cette fameuse conférence de presse qu'il donne à Berlin, à Checkpoint Charlie, lieu éminemment symbolique. La première, c'est de ne pas faire d'affaires. Prétendant qu'il lui suffit de récupérer ses actifs gelés en Suisse, on peut lui faire confiance là-dessus. Et la deuxième promesse, c'est de ne pas faire de politique. Or, pour la première, on peut se poser des questions. Sur la seconde, il est bien clair qu'il est revenu en politique. Il est revenu notamment, il est allé notamment au Maïdan. Et dernièrement, il a fait des déclarations fracassantes où il redevient ce rival de Poutine que j'ai un petit peu évoqué un petit peu rapidement tout à l'heure, vous m'avez repris, mais là, il a très clairement dit on est au bord de la catastrophe sur le plan social et sur le plan politique en Russie. Il serait préférable qu'on me donne tout de suite la présidence. Il a évoqué la possibilité qu'il devienne président de la Fédération de Russie à la place de Vladimir Poutine. Donc que pensez-vous de ce souhait énoncé par Khodorkovsky? Et bien sûr, c'est un souhait qu'il n'aimait pas tout seul, s'il est toujours ce représentant, on peut dire... de Carnac. Voilà. Bien sûr. Et c'est évident qu'il ne fallait pas croire, je ne sais pas si, quand Poutine a répondu à la lettre de Khodorkovsky lui demandant la grâce,
je ne sais pas s'il se faisait beaucoup d'illusions sur le fait que Khodorkovsky tiendra ou pas ses promesses. C'est évident que je pense qu'il savait qu'il ne tiendrait pas les promesses, parce que c'est pas le genre. Si vous voulez, Khodorkovsky va vous considérer comme un imbécile si vous tenez des promesses, si vous avez des valeurs morales. C'est pas du tout cet homme-là, c'est un homme de business. C'est un homme très pragmatique, concret, aimant le pouvoir, la richesse. Et il est comme ça, bon, ça lui fait ses qualités aussi. C'est parce que Yukos a été une boîte qui a réussi, il faut bien le dire. Hein. Ils ont bien marché, ils ont extrait plus de pétrole qu'avant. Alors bon, ils partaient de loin, hein, parce que l'exploitation soviétique, il y avait quand même pas mal de gâchis. Hein. Mais bon, il a bien fait les choses d'un certain point de vue. Alors bon, à part ça, il est mythomane et il est totalement impliqué dans le mondialisme et lui, il n'aspire qu'à être un comprador. Des grandes puissances américaines, des grands trusts américains. C'est ce que voudraient une grande partie des oligarques, et ce que sont déjà les oligarques français, qui deviennent de plus en plus des compradors des grandes compagnies américaines, et donc de l'État américain. Regardez la BNP qui accepte de payer 9 milliards de dollars, alors que en France, 9 milliards de dollars, ça aurait fait des emplois hein, quand même. Hein. Bon, regardez l'Alstom, qui a été cédé dans des conditions pour le moins obscures, voir ce que fait le député Jacques Miard sur le sujet. Donc vous voyez, ça y est, c'est déjà fait. Et en Russie, vous avez des gens qui sont partisans de ça, qui voudraient ça, parce que pour eux, ça sera très bien, pour leur famille, pour leur milieu, ça peut être très bien. Le comprador, c'est celui qui vendait ses bananes à United Fruit ou le café au Honduras, au Nicaragua, enfin en Amérique centrale. On voit dans quoi vivent les populations d'Amérique centrale. Les petits mômes indiens qui courent pieds nus dans les campagnes du Honduras. Voilà, alors c'est à ça qu'on arriverait effectivement, c'est peut-être à ça qu'on arrivera nous aussi ici, hein, malheureusement. Moi je ne pense pas que ce soit exactement ce qui est souhaitable pour un pays. Je pense que si un État et si un pays arrive à peu près dominer ses possibilités, qu'elles soient de connaissances ou de richesse, de création industrielle, ou que ce soit des matières premières, c'est mieux, c'est sans doute mieux. Ce n'est pas l'avis de Khodorkovsky. Et je pense que par ailleurs, le fait de dire, vous voyez, moi je serais président, j'arrête là, hein, mais si lui président en Russie, ça ne marche pas pour l'instant en tout cas, parce que Khodorkovsky est déconsidéré comme oligarque, ayant quand même volé beaucoup. En tout cas, c'est comme ça que le perçoivent les Russes, ayant profité de cette manne, malgré son mécénat, malgré le fait qu'il ait quand même acquis des soutiens parmi les gens qu'il a pu, auxquels il a pu aider, au sens large. Mais il est évident qu'il n'a, à mon avis, pas beaucoup de chance politique, malgré toute la propagande occidentale et les relais en Russie favorables à la propagande occidentale. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'opinion russe puisse lui être favorable et qu'il ait beaucoup de chance. Il peut le raconter aux Américains, ceci dit. Hein, parce qu'il y a toute une partie de l'opposition extra-parlementaire russe qu'on oublie. Quand on parle de l'opposition russe, on oublie qu'il y a une opposition parlementaire. Mais l'opposition extra-parlementaire, celle qu'on mousse tout le temps, etc., elle est quand même très minoritaire, mais elle essaye de faire valoir aux soutiens occidentaux qu'elle est très très forte, que le régime est complètement pourri, qu'il va s'effondrer du jour au lendemain, etc. etc. Au point qu'il y a quelquefois des missions diplomatiques qui pensent qu'il faut changer le régime. Oui, Dimitri de Kochko, ne peut-on pas dire qu'on est entré en campagne électorale en Russie? Le président Poutine a fait une adresse au corps constitué de la nation, donc à l'Assemblée fédérale, à l'Assemblée de la Fédération de Russie, dernièrement, où il a insisté à quasiment 90% sur la situation économique du pays, et où il a donné le coup d'envoi de la campagne électorale, donc des élections qui vont avoir lieu à l'automne de 2016. Or, aussi bien le jugement rendu par la Cour arbitrale que ce mandat d'arrêt
délivrés contre Khodorkovsky ne sont-ils pas les prémices d'une campagne électorale qui risque d'être aussi intense que celle de 2011? On se souvient des manifestations monstres importantes qui avaient été annoncées à l'avance par Hillary Clinton, faut-il se souvenir, et le fait que Biden, donc le vice-président des États-Unis, ait déconseillé que Poutine se présente à la présidence à la place de Medvedev. Ne pensez-vous pas qu'il faut s'attendre à de grandes tensions au moment de ces prochaines élections? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de début de campagne électorale, bien qu'il y ait déjà des politologues russes qui en parlent aussi, effectivement, comme vous. Il y a tellement de choses qui peuvent changer. La situation économique en Russie est mauvaise. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Poutine en racontant son anecdote là, pendant la conférence de presse, en disant oui, c'est l'anecdote des deux bons hommes qui se rencontrent, en disant oui, comment ça va la vie? Bah là, tu sais, c'est que toujours pareil, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du blanc et du noir. En ce moment, on est plutôt dans une période noire. Et puis 6 mois plus tard, ils se rencontrent à nouveau. Et il dit, bah alors, et comment ça va? Il dit, bah là, oui, on est dans une période noire. Il dit, bah dis donc, il y a 6 mois, tu as déjà dit que tu étais dans une période noire. Il dit, oui, mais à l'époque, c'était une période blanche. Et donc, vous voyez, un Poutine se permet de dire ça à la conférence de presse. C'est un peu autre chose que de dire, le chômage, c'est fini, hein, ça y est, la tendance est inversée. Puis que ça fait 3 ans qu'on dit que la tendance est inverse et elle baisse. La différence entre celui-ci et celui-là, c'est que celui-ci n'hésite pas à dire les choses telles qu'elles sont. Alors voilà, donc, mais ça c'est pas très bon non plus quand même. Hein. Le coup d'être dans les lignes noires, donc il est conscient. Tout en proposant il est conscient du fait, bah oui, mais là disons qu'il dépend des quand même mesures beaucoup, à prendre pour améliorer la situation. Il dépend beaucoup des prix des hydrocarbures à l'extérieur. Il dépend quand même pas mal des sanctions occidentales qui, tout en pénalisant l'Europe, évidemment, pénalisent aussi la Russie, notamment pour les transferts de technologie. Alors en matière pétrolière et d'extraction pétrolière notamment. Mais bon, c'est vrai que ça pénalise, et puis ça met un très mauvais climat commercial. C'est pas bon. Ça crée des tensions, plus évidemment cette guerre de l'information que nous subissons en permanence, cette espèce de haine qui monte, on peut dire, de réelle xénophobie et de racisme anti-russe, qui est permanent, cultivé par la presse, que je ne sais pas pour quelle raison exactement les oligarques ici en France choisissent de travailler en permanence. Parce qu'il y a des oligarques qui auraient des intérêts en Russie quand même. Ou en tout cas qui auraient intérêt à ce que l'Europe ait une assez bonne relation avec la partie économique russe. Regardez, les éleveurs français sont même allés à Moscou exiger que la Russie achète du bétail comme elle le faisait avant. Mais l'ennui, c'est qu'il faut aller à Bruxelles pour ça, pour faire lever les sanctions européennes. C'est pas les Russes qui font les sanctions. Les Russes ont fait des sanctions en réponse. C'est à la limite, ils ont agi en diplomatie. Et je dirais qu'ils ont agi encore une fois en permanence en défense. Ils ont une politique permanente de défense. Alors je comprends bien que c'est la politique du faible au fort. Mais dans l'histoire du tribunal de La Haye, dans leur histoire, dans leur façon de mener sans arrêt une politique défensive et une politique très légaliste, parce que attachée au droit en permanence, le droit, comme vous le savez, au niveau international, le droit international est l'arme des faibles. La Russie sait qu'elle est dans une position de faiblesse, en tout cas par rapport aux richesses américaines et autres, eh bien, ils sont dans cette position-là, ils se sont mis en position de défense. Dans le cas d'un tribunal comme La Haye, il ne fallait pas se mettre dans une position de défense, puisqu'on parlait de choses totalement différentes. Eh bien, merci Dimitri de Kochko pour ce très riche entretien. Et pour revenir à Khodorkovsky et conclure sur le personnage, l'avenir nous dira s'il terminera président de la Fédération de Russie ou en prison pour meurtre. Enfin, demandez-lui un soutien pour Eurasie Express dans le cadre de sa politique de mécénat. J'hésite. Au revoir Dimitri de Kochko. Au revoir.